Voilà. Bonsoir et bienvenue pour cet épisode spécial d'Agatha Christie. Lors de notre dernier épisode, nous vous avons parlé du roman Ils étaient 10, qui est l'un des romans les plus connus d'Agatha Christie et certainement celui par lequel la majorité des gens entrent dans l'œuvre de Christie. C'est pourquoi nous avions demandé à nos auditeurs de nous parler en quelques minutes de leur rapport à ce roman, de ce qu'ils en pensaient, s'ils l'aimaient, s'ils ne l'aimaient pas, s'ils avaient découvert Agatha Christie par ce biais. Nous avons décidé donc d'en faire un épisode spécial et nous vous repartageons aujourd'hui l'ensemble des pastilles de nos auditeurs avec notamment 2 inédites que nous n'avions pas pu vous partager au moment de l'enregistrement. Nous retrouvons donc aujourd'hui les avis de Anne-Catherine, Julien, Thomas, David, Dame, Clémentine, Stéphanie, Alexis, Pomme, mais en plus celui de Guillaume qui était resté malheureusement dans notre boîte mail, et également celui de Laetitia que nous avons reçu après son écoute de l'épisode. Je vous souhaite une bonne écoute et je vous dis à bientôt pour notre prochain épisode. Mon rapport avec Ils étaient 10, ou comme j'aime à l'appeler 10 petits censurés, vient, comme on s'y attend, du théâtre, étant donné que nous étions censés, avec une troupe anglophone de Berne, mettre en scène la version théâtrale d'Ils étaient 10, et que pour des questions de droits d'auteur, parce que les droits d'auteur des œuvres d'Agatha Christie, c'est pas donné, nous avions dû abandonner. Donc c'est aussi l'histoire d'un rendez-vous manqué, en tout cas pour le moment. Le problème avec Ils étaient 10, d'une certaine façon, c'est que comme beaucoup de pionniers, l'œuvre en elle-même est moins intéressante que ce qu'elle a engendré. On sait que le modus operandi décrit dans à la fois la pièce et le roman ont énormément inspiré le giallo italien, par conséquent le slasher américain, mais aussi tout un pan de la littérature policière japonaise et par conséquent Détective Conan. Ce que je trouve intéressant dans Ils étaient 10, finalement pour moi c'est une évocation d'une certaine forme de cruauté anglaise. Une soif de sang, une soif de justice impérieuse, punitive, qu'on retrouve hélas évidemment dans la petite fille de l'Angleterre, à savoir les États-Unis. Donc pour moi, Agatha Christie continue son évocation de l'âme anglaise, de la société anglaise. Elle s'amuse à détourner plusieurs personnages dont les archétypes avaient déjà été établis dans des œuvres précédentes. Et c'est à la fois un règlement de compte avec ces personnages, une fin logique, bien que sombre, et comme je l'ai dit, une évocation de cette cruauté de la justice britannique. Celle qui cache son instinct meurtrier derrière les grandes robes rouges et les perruques. Cela explique, à mon avis, également le succès de la mini-série adaptée d'Ils étaient 10 en 2015, scénarisée par Sarah Phelps, dont c'est peut-être le seul bon scénario dans ces adaptations récentes d'Agatha Christie, parce qu'on vit une époque obsédée par la justice, obsédée par la rétribution et par cette envie de devenir à la fois le juge, le jury et le bourreau. Hello Greg et Delphine et tous les auditeurs, auditrices du podcast Agatha Christie. Donc je fais suite, c'est vraiment un message à chaud. Je viens de terminer l'écoute du podcast sur Et ils étaient 10, anciennement connu sous le nom des 10 petits nègres, parce que oui, je suis assez âgée pour l'avoir connu sous ce nom. L'épisode était très très bien, vous avez vraiment abordé plein de points hyper intéressants et c'était super d'avoir aussi un avis négatif sur le roman. De mon côté, je voudrais juste apporter ma petite pierre à l'édifice en ajoutant que moi, ce roman, c'est pas du tout l'un des premiers que j'ai lu, contrairement à énormément des auditeurs. C'est même pas du tout dans les premiers. En fait, moi, j'étais très Miss Marple, Hercule Poirot. Et contrairement à Greg, j'aimais bien également les livres avec les nouvelles. Et puis un jour, un peu de dépit où je savais plus tellement quoi lire, j'ai pris celui-là parce que mon père et ma grand-mère m'en disaient beaucoup, beaucoup de bien. J'ai pris celui-là, il n'y a pas de détective, donc c'était un peu déstabilisant, je me souviens.
J'étais assez jeune, je vais avoir 13-14 ans, donc je l'ai lu entre 2 Harry Potter, 3 Stephen King, donc peut-être que mon avis est biaisé de ce fait. Mais vous ne l'avez pas tellement souligné dans le podcast, je trouve qu'il y a un aspect très horrifique, très angoissant à ce roman, presque même, je dirais, un aspect surnaturel, parce que tout, tout s'enchaîne très vite. On a l'impression qu'il y a vraiment un Deus ex machina. Alors effectivement, il y en a un, mais on a l'impression que c'est vraiment une entité extérieure à certains moments. Donc moi, il m'a beaucoup angoissée. Je me souviens que j'étais obligée des fois de le poser pour respirer un bon coup, tellement c'était trop. Et comme je sais que Christie a fait quelques incursions dans le domaine du merveilleux, voilà, je trouve intéressant aussi de se dire, en fait, la suspension de crédulité, elle vient peut-être aussi pour ma part du fait que j'étais OK avec le fait que peut-être il y avait une composante surnaturelle à ce roman. Le deuxième chose que je voudrais ajouter également, c'est on a beaucoup parlé, enfin vous avez beaucoup parlé du droit, de la morale et tout ça. Le juge, voilà, il s'arroge un petit peu du droit et il juge les autres, etc. Mais il y a aussi cet aspect bourreau. En fait, il est juge et bourreau en même temps. En fait, il s'octroie le droit et de juger et de donner la sentence lui-même. Voilà, je trouvais intéressant de revenir un petit peu sur ce point-là également parce que c'est pas comme ça que la loi, le droit est construit. On émet des jugements, ils sont appliqués par la suite, pas par les mêmes personnes, de manière générale. Donc lui, en fait, il s'arroge le droit d'aller au-dessus. Enfin ouais, il est vraiment au-dessus de la mêlée. Il se positionne comme au-dessus de la mêlée, presque quelque part meilleur que les autres, et en même temps, il est pire que les autres. Enfin voilà. C'était ce que je voulais ajouter. En tout cas, merci pour tout. C'est super ce que vous faites. C'est hyper intéressant et très très riche. Et je vous dis à la prochaine. Bonjour, alors ma première expérience de lecture d'Agatha Christie, comme pour beaucoup, a été effectivement Ils étaient 10. Pour moi, c'était donc 10 petits nègres dans les années 80. J'avais une dizaine d'années et j'ai trouvé ce livre dans une grande armoire sombre chez ma grand-mère. Je l'ai donc lu d'une traite et j'ai encore le souvenir d'une angoisse et d'un suspense très très difficile à mesure que les protagonistes étaient éliminés. On sent l'étau qui se resserre autour des personnages et on sent venir une fin sans merci. Voilà, donc la lecture achevée, je me suis dit, tu ne liras plus jamais ni d'Agatha Christie ni de policier. Alors fort heureusement, des années plus tard, je suis revenue sur cette idée un peu extrême. J'ai lu toute Agatha Christie et je lis de nombreux polars. Je suis passionnée par Agatha Christie, par sa vie, par son œuvre, par votre podcast qui permet de creuser et de partager avec la communauté de passionnés. Voilà, donc alors ce livre n'est pas mon préféré parce que moi je suis une inconditionnelle de Poirot et surtout de Marple. Mais je reconnais que c'est quand même une réussite absolue au niveau d'un huis clos très angoissant. L'atmosphère est vraiment très très bien rendue. Avoir choisi une île, avoir choisi une intrigue aussi très originale. Et puis avoir transmis vraiment les sentiments que vivent les protagonistes. Le lecteur les vit avec eux. Donc ensuite j'ai pu écouter au moins une adaptation théâtrale et puis j'ai découvert avec stupéfaction comme pour Le Petit Chaperon Rouge, il y a une version à la fin heureuse, édulcorée. Donc bon, ça me choque parce que moi je suis pour le respect de ce qu'a voulu écrire et partager l'auteur. Voilà, donc Ils étaient 10 ou 10 petits nègres. Pas mon préféré, mais une grande réussite d'Agatha Christie pour ce qui est de la littérature policière, bien évidemment. Et donc peut-être ne jamais rester sur une première impression de lecture et aller bien au-delà, parce qu'Agatha Christie, c'est vraiment génial. Hello Greg et Delphine, hello les auditeurs d'Agatha Christie. Je m'appelle Clémentine, je suis prof d'anglais, j'ai la trentaine et
J'ai découvert Agatha Christie avec le roman Ils étaient 10, il y a très longtemps maintenant, quand j'étais adolescente, peut-être 13 ou 14 ans. Et pour moi, ça a été une des meilleures expériences de lecture de ma vie. J'ai adoré ce livre. Et quand j'ai découvert votre podcast, le premier truc que j'ai pensé à faire, c'est essayer de voir si vous aviez déjà parlé de celui-là, qui est, je pense, mon Agatha Christie préféré, malgré que j'en ai lu énormément. C'est un livre vraiment qui, malgré tout ce que je connaissais sur Agatha Christie à l'époque, c'est-à-dire Hercule Poirot avec la série avec David Suchet, et d'autres histoires comme Mort sur le Nil dont j'avais déjà entendu parler. Mais vraiment, ce livre a été pour moi, je me suis prise au jeu pendant tout le livre à essayer de trouver qui était qui. Et même maintenant, après l'avoir relu 4 ou 5 fois, je crois, et en ayant hâte de le lire pour la première fois en anglais à l'occasion de votre podcast du mois d'octobre, du coup, vraiment, c'est un livre qui m'aura marqué et où je me suis vraiment prise au jeu, j'ai cherché, et en tant que prof d'anglais, j'en parle à chaque fois que je parle de romans de mystère. Donc c'est vraiment une des meilleures expériences de lecture pour moi. J'espère vraiment que ça vous aura plu autant quand vous allez en parler dans le podcast. J'imagine que oui, étant donné que, bon, comme beaucoup de gens, c'est peut-être le premier ou un des premiers Agatha Christie que vous ayez lu. En tout cas, vraiment, je me rappelle encore, et j'ai toujours l'édition qu'une amie de ma maman m'avait offert en regardant, elle faisait le tri dans sa bibliothèque, et quand je le vois, je repense en fait à tous les moments qui m'ont plu dans le livre, toute l'intrigue, où jusqu'au dernier moment, jusqu'à la fin du roman, je me disais, mais en fait, je ne sais pas qui a fait le coup, je ne comprends pas, je ne sais pas, et c'est vraiment quelque chose qui est pour moi, ça révèle du chef-d'œuvre de la littérature. Voilà. Bon podcast à vous. Bonjour à tous. Alors, j'ai voulu participer à ce podcast sur Ils étaient 10 car effectivement, comme vous l'avez dit, je fais partie de ceux qui ont découvert Agatha Christie avec ce livre. À l'époque, quand je l'ai lu, ça s'appelait Les 10 petits nègres. J'ai eu l'occasion de lire ce livre au collège, quand on travaillait sur le roman policier. Et j'ai tout de suite accroché avec cet auteur, sans savoir que finalement, Ils étaient 10 ne suivait pas le schéma classique des autres livres, puisqu'on ne retrouve ni Miss Marple ni Hercule Poirot. Ça, je l'ai découvert après. Ce que j'ai bien aimé dans Ils étaient 10, c'était cette atmosphère de huis clos, un petit peu oppressant, qui crée du coup un environnement mais rempli de suspicion en fait. Tout le monde se suspecte, c'est peut-être lui. Voilà, le fait qu'ils soient tous éliminés les uns après les autres et que les petites statuettes là disparaissent. Voilà, moi je m'imaginais, quand je l'ai lu, j'ai tout à fait imaginé le film. D'ailleurs ensuite j'ai lu la BD et j'ai vu l'adaptation. Et surtout le retournement final, quoi, pour découvrir qui était réellement derrière tout ça et l'explication. Et c'est ce que j'aime beaucoup dans les livres d'Agatha Christie, c'est que elle dévoile vraiment tout à la fin, ce qui fait que nous, au fil de la lecture, on peut s'imaginer des choses et élaborer nos propres théories. Et ça, c'est valable avec les livres d'Hercule Poirot et de Miss Marple. Et au final, dans les derniers moments, découvrir qui a fait cette action et pourquoi. Voilà. Donc en tout cas, je tenais à vous remercier pour votre podcast parce que je l'adore. Ça permet de relire les livres d'Agatha Christie et de les découvrir sous un nouveau jour. Donc continuez comme ça. Voilà. Au revoir. Ils étaient 10, c'est d'abord un souvenir pour moi. J'étais en 5e ou 4e, vers 1984. Oui, je suis vieux, c'était la dernière heure avant les vacances, j'étais en permanence. C'est toujours particulier, l'ambiance de cette dernière semaine avant les vacances de Noël. J'avais pris 10 petits nègres au CDI, oui, c'était le titre à l'époque, et c'est très bien que ça ne soit plus ainsi. J'avais découvert le crime de l'Orient Express quelques mois avant, une révélation. J'ai ouvert le livre et l'heure est passée comme par enchantement. J'ai fini l'ouvrage dans la nuit, tard. Agatha est une magicienne. Le charme est puissant. Elle fait partie de mon enfance.
pour toujours. Bonjour à tous, c'est Thomas, j'étais là dans le dernier podcast pour vous parler de Un meurtre est-il facile ? Et je suis là pour vous donner mon avis sur le roman, le meilleur roman devrais-je dire, de la Queen du crime, c'est-à-dire Agatha Christie. Je parle bien sûr de Ils étaient 10. Et non seulement c'est le meilleur roman d'Agatha Christie, et pourtant elle en a écrit des super, mais c'est le meilleur roman policier ever, ok ? Franchement, on ne peut pas trouver une formule plus parfaite. Il y a plein d'auteurs qui l'ont copié. Ils sont 10, c'est un huis clos, tu peux pas t'enfuir. Le coupable, il est dans les 10 et les gens, ils se font tuer un par un. On peut pas trouver mieux, c'est imbattable, on trouvera pas mieux comme formule, laissez tomber tous. Ok ? En plus, ce côté genre exécution, toutes les 30, toutes les 40 pages, ça relance l'enquête à chaque fois. On se dit, ah ok, en fait, j'étais parti sur lui, mais il vient de mourir, donc je change de suspect. Et puis, faut le dire aussi, on tremble de ouf pour notre personnage préféré. Alors ceux qui sont sur l'île, c'est tous des fous, c'est tous des assassins. Et elle parvient à nous les faire aimer. C'est-à-dire qu'il y en a certains, on tremble pour eux, on n'a pas envie qu'ils meurent, on a envie qu'ils s'en sortent, alors que c'est des assassins. C'est vraiment top. En plus, malgré cette formule qui est vraiment géniale, elle ne s'est pas contentée de ça. Elle a vraiment travaillé son roman. Je parle même pas de tout le côté atmosphère, tout le côté psychologique qu'il y a. On suit les pensées des personnages, c'est génial. Mais je voudrais parler de son meurtrier qui est vraiment top. Et il utilise un tour de passe-passe tout simple, mais franchement bien trouvé pour un petit peu éluder les soupçons. Et pourtant, et c'est parfois un petit défaut qu'on reproche à Agatha Christie, son meurtrier, il est évident. Elle cherche pas du tout à le cacher. Au contraire, si tu vois la liste des 10 personnes sur l'île, tu te dis, à mon avis, c'est lui le tueur. Et bingo, c'est lui. Elle ne le cache pas. Et il est même soupçonné tout le long par le personnage principal. Et pourtant, on ne le voit pas venir. Elle arrive à faire que on se dit non, c'est pas possible. Et il y a ce petit tour de passe-passe que je ne révèle pas pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, qui fait que elle nous piège un petit peu, mais c'est aussi pour ça qu'on l'aime, bien sûr. Enfin, je voudrais dire que c'est le livre que j'offrirai à quelqu'un qui n'aime pas lire. Franchement, comme je disais, la formule, elle est tellement parfaite, ce roman, il est tellement addictif, que quelqu'un qui n'aime pas lire, tu lui fous Ils étaient 10 dans les mains, il va le lire. Et je me souviens que quand j'étais au collège, on devait le lire pour le français. Moi, j'avais déjà lu plein de fois, et je me rappelle que ceux qui n'aimaient pas lire dans la classe l'ont dévoré. Enfin, je termine très très rapidement pour dire que, à mon avis, Agatha Christie, avec Ils étaient 10, elle a inventé la télé-réalité. Ben ouais, réfléchissez, qu'est-ce que vous pensez de mon avis? Mais c'est quand même 10 personnes, du moins un groupe de personnes, isolées du reste du monde dans une maison, et ils s'éliminent les uns des autres. Une maison, en plus, elle est sur une île, donc c'est un peu un mélange de Big Brother et de Survivor. C'est-à-dire le début de la télé-réalité. Ok, j'exagère un peu en disant qu'elle a inventé la télé-réalité, mais franchement, elle a un peu inventé une formule de base, c'est-à-dire on est en huis clos, on est tous bloqués, et on se fait éliminer. Bon, là, on se fait tuer les uns après les autres, jusqu'à ce qu'il y ait qu'une personne qui survive, ou pas. Je vous laisse découvrir le roman si vous ne l'avez pas encore lu. En tout cas, foncez, il est génial. Ils étaient 10, ça a été une véritable déflagration pour moi. Dans ma vie de lecteur, il y a un avant et un après, clairement. Alors bien sûr, puisque c'est une borne, il est assez indépassable pour moi. J'aime beaucoup ce roman et même je l'admire. D'abord, je suis fasciné par le caractère absolument implacable du plan, mais aussi du roman. Le personnage et Christie vont au bout de ce qui est prévu. Il y a tellement de projets qui n'aboutissent pas dans les romans policiers, tellement d'assassins qui abandonnent. Et à mon sens, cela affaiblit leur impact sur le lecteur. Mais là, le personnage ne dévie pas et il met son plan entièrement à exécution. Cela en fait un antagoniste terrifiant, mais aussi assez passionnant. Il va jusqu'au bout, et la romancière aussi d'ailleurs. Dès le début, dès que les meurtres commencent à égrener les vers de la comptine, on sait que le destin mis en place va s'accomplir, et pourtant on espère, pourtant on y croit. Alors on espère parce qu'on est habitué à un sursaut humaniste, parce que rares sont les œuvres aussi inflexibles et que rares sont les galeries de personnages dont aucun ne mérite d'être sauvé. Et d'ailleurs je trouve admirable que Christie n'ait pas cédé à la tentation de proposer une issue qui serait confortable pour le lecteur. Il n'y a pas de happy end ici. Parce qu'évidemment, l'immense qualité du roman, c'est son intrigue. Le mystère reste assez difficile à percer et le rythme est plutôt soutenu, ce qui nous emporte. Alors bien sûr, à la relecture, ou lorsqu'on est un lecteur un peu plus habitué aux ficelles Christie,
On voit un peu la trame. Et puis, il y a quand même un indice assez visible. Mais l'ensemble fonctionne quand même, la machine infernale s'accomplit. Et puis, cela reste une excellente variation sur le thème du meurtre en chambre close. J'aime aussi beaucoup la complexité des personnages. Pour la plupart, ils sont assez finement écrits, assez ambigus. Bon, pas tous, notamment les premières victimes qui sont là pour faire nombre. Mais ils permettent à Christie de traiter de thématiques complexes comme la culpabilité, la justice ou la religion. Et de plus, la morale est assez trouble. Alors oui, le coupable est puni, mais il est puni par lui-même et il fait justice tout seul. Je trouve que c'est très intéressant que Christie soit allé explorer ces zones de flou. Et grande originalité, c'est quand même un roman policier sans figure d'enquêteur. Les personnages incarnent tous les rôles. Ils sont suspects, victimes potentielles et puis un peu détectives aussi. Dans ce roman, tous, ou presque, les repères de confort du lecteur, habitué au roman policier, sont donc brouillés, ce qui en fait une œuvre vraiment unique. Agatha Christie a trouvé un concept et elle l'exploite totalement. Donc elle sait qu'elle ne pourra pas le reprendre. Enfin, dernier argument qui à mon avis prouve l'immense qualité du roman, les adaptations sont nombreuses, mais elles sont décevantes. Elles affadissent le concept pour ne pas rebuter le spectateur. Heureusement, Christie a été un peu plus courageuse. Voilà ce qui, pour moi, fait de Ils étaient 10 une œuvre incomparable. Et oui, bonjour, ici Alexis Brott, vous m'avez entendu dans le podcast d'Agatha Christie sur Rendez-vous avec la mort. Failli oublier le nom du livre, ça aurait été gênant. Oui, et donc Delphine et Greg ont invité leurs anciens invités, c'est terrible, à partager leur expérience sur Ils étaient 10, et je comprends très bien, et ça tombe très bien, puisque comme beaucoup de gens apparemment, Ils étaient 10 est mon premier contact avec Agatha Christie, et je pense, j'ai pas lu tout Agatha Christie évidemment, mais je pense que j'ai commencé par le meilleur. Donc à partir de là, c'est que des déceptions. Non, à partir de là, c'est toute la bibliographie d'Agatha Christie. Ils étaient 10 nous fait la politesse de ne pas être un poireau. Donc voilà, il reste encore des choses à découvrir, notamment les personnages cultes de Christie. Mais déjà dans Ils étaient 10, il y a la quintessence de ce qui fait Agatha Christie d'après moi. Il y a le côté extrêmement carré, extrêmement minutieux, la grosse qualité d'Agatha Christie qui est extrêmement mise en valeur dans ce livre-là, qui est que elle ne nous laisse jamais dans l'ombre. On a toujours des indices, on n'est jamais perdu. Elle nous tient la main. C'est-à-dire que on sera surpris à la fin, il y aura un retournement de situation, mais le retournement de situation ne sortira pas de nulle part. T'auras pu tout anticiper. Et malgré quelques petites facilités qui ont été brillamment soulignées évidemment par comment il s'appelle, Pierre Bayard, c'est ça, éminent psychologue et je sais pas quoi, je sais plus quelle université, c'est terrible, j'ai oublié mon propre running gag. Malgré quelques facilités d'écriture qui sont évoquées dans ce livre-là, La vérité sur Ils étaient 10, c'est quand même une enquête qui est très soignée, qui est vraiment ficelée, dont la résolution est extrêmement satisfaisante. Et ça a été un coup de cœur direct pour la plume de Christie, mais aussi pour sa façon de construire son intrigue. C'est-à-dire vraiment, comme je dis, de ne jamais nous laisser dans l'ombre, au point qu'il y a un passage dans Ils étaient 10, moi, qui m'est vraiment resté en tête. C'est alors je ne sais plus dans quel chapitre c'est, mais c'est à un moment donné, je crois qu'ils ne sont plus que 5 ou 6, et on a un paragraphe du point de vue subjectif de chacun des petits soldats qui sont encore qui sont encore sur l'île, et parmi eux il y a le tueur. Tu as 5 paragraphes d'un point de vue subjectif, et impossible de savoir qui pense quoi. Ça peut être n'importe qui pensant n'importe quoi. Je crois qu'il y a 2 paragraphes qui excluent quelqu'un parce qu'il pense à quelqu'un d'autre. Je suis désolé, je suis très vague, mais ça fait très longtemps que je l'ai pas lu. Mais du coup, tu dis bon bah là, ça peut pas être tel personnage parce qu'il penserait pas de lui-même à la 3e personne, ça n'aurait aucun sens. Mais sinon, tous les autres paragraphes peuvent être attribués à n'importe qui. Enfin, et ça c'est juste un exemple
de ce qui fait que Ils étaient 10 est, d'après moi, en tout cas, de ce que j'ai lu, le meilleur livre d'Agatha Christie. Et en plus, il nous fait la politesse d'être très facilement détournable, c'est-à-dire qu'il est très possible de raconter l'histoire d'Ils étaient 10 et de changer le coupable à la fin. C'est-à-dire que en changeant un tout petit peu les indices, en changeant un tout petit peu l'histoire, les soupçons qui pèsent sur tous les personnages sont tels que tu peux changer la solution, la solution finale, terrible. Tu peux changer la solution de l'enquête et elle restera, elle pourra toujours tenir debout parce que tout le monde est effectivement suspect. Donc ouais, c'est un vrai coup de cœur et non seulement c'est peut-être le meilleur Agatha Christie, c'est aussi une excellente porte d'entrée dans l'univers d'Agatha Christie. Parce qu'on ne sera pas dégoûté après, parce que Agatha Christie a écrit plein d'excellents bouquins. Mais si vous voulez en savoir plus, je vous invite à suivre les podcasts Agatha Christie sur Spotify ou sur n'importe quel autre logiciel. J'ai essayé de faire de la pub à la fin. Continuez d'écouter, c'est vachement bien. Bon épisode à toutes et tous. Salut Delphine et salut Greg. Alors merci de donner l'occasion de parler un peu de ce bouquin que j'ai lu il y a quelques années et spoiler alert, je l'ai détesté. Alors avant d'expliquer les raisons de cette réaction, je dois préciser deux choses qui peuvent nuancer mon point de vue ou au contraire lui donner davantage de crédit. D'abord, je lis pas de romans policiers ou d'enquête. Alors je comprends l'aspect ludique pour les autres, mais j'aime pas l'idée de passer du temps sur du whodunit. Mais comme le livre est un classique, j'ai eu envie de le connaître pour l'aspect culture générale. Alors ça me donne une lecture à froid, alors pleine de curiosité mais pas hyper enthousiaste non plus. Et donc deuxième point, le livre est tellement connu que j'avais été spoilé et je savais qui était le tueur. Donc on peut voir mon point de vue comme complètement illégitime parce que biaisé dès le départ, je comprends, ou au contraire plus objectif parce que plus distant, c'est vous qui voyez. Alors cela étant dit, j'ai tout simplement eu l'impression qu'on se foutait de ma gueule de la première à la dernière ligne. Dès les premières pages, j'ai eu du mal à croire au bousin. Les motivations de chacun pour se rendre sur l'île, le fait d'y rester malgré la menace, cette tempête ô combien opportune pour ce mystérieux assassin, il faut rapidement accepter un sacré paquet de trucs complètement improbables. Ensuite, faut encaisser les profils des personnages. Alors j'ai pas de problème à l'idée de ne voir évoluer que des salopards, mais entre le fait qu'on annonce par avance leur mort, qu'ils soient tous soit lâches, soit complètement idiots, soit souvent les deux, ça rend la lecture assez pénible. Quant à leurs morts successives, j'ai plus vu ça comme un soulagement que comme du véritable suspense, surtout vers le deuxième tiers, parce que enfin, je voyais qu'il restait plus grand chose à lire. Et j'en viens à ce spoil, qui est à mon avis la raison principale de ma détestation de ce bouquin. À aucun moment, le mec n'est soupçonnable. Aucun, ni au début, ni au milieu, ni à la fin, ni même après avoir fermé ce foutu livre. Alors passons sur la motivation du gars qui donne l'impression de légitimer la peine de mort, avec en bonus un suicide final histoire de rien assumer. Ah si, c'est parce qu'en fait le mec était joueur, etc. et il voulait son truc artistique et tout. Ouais. Alors son plan si judicieusement échafaudé, il repose quand même sur une quantité incroyable de coups de bol et de hasard, bien utile à la narration. C'est simple, le mec c'est l'agent 47 de Hitman, il est entouré de cons qui essaient ni de se barrer, ni de se cloîtrer, ni vraiment de trouver l'assassin. Un meurtre, un point d'exclamation sur la tête, on tourne en rond 2 minutes et hop, la vie reprend son cours. Et si on retournait attendre de se faire buter ? Au moins dans The Thing de Carpenter, quand ils comprennent que le monstre est parmi les protagonistes, ils essaient de le débusquer. Bon, elle avait pas vu le film parce qu'il est sorti 40 ans après, mais bon, c'est pas très grave. Ah si, à un moment, il y a une promenade sur l'île pour voir s'il n'y a pas quelqu'un d'autre. Une recherche très minutieuse de quelques minutes parfaitement concluante. Et évidemment, la conclusion, un chapitre où on insiste bien sur le mystère qui n'en finit pas de ne pas finir, et une lettre du juge complètement mégalo où l'autrice tord toutes les incohérences pour nous forcer à y croire. Sans déconner, il manquait plus qu'un rire sardonique de méchants type Nicky Larson en mode « Ha ha ha, c'est moi qui ai tout fait !» Mais pareil, la série n'existait pas encore. Donc non, on ne croit pas une seule seconde à l'implacabilité de ce plan qui aurait dû foirer à chaque page. Et que dire devant ce coup de l'élastique, l'espèce de feu d'artifice final, les 3 lignes qui donnent l'impression de lire un scénar écrit par un gamin devant ses Playmobil. Et puis là, on dira que j'avais un élastique, et que ça va glisser, et que le bonhomme, il va retomber, et que... Ta gueule ! Ta gueule ! On n'y croit pas, bordel, c'est pas possible ! Refaire le film à l'envers m'a fait rager, je croyais plus mon propre spoil, bordel. À chaque crime, j'éliminais la possibilité que ce soit le juge, alors que je savais que c'était lui. Tout donne l'impression qu'il n'y a aucune crédibilité ou réalité dans ce bouquin. Juste une Agatha Christie qui fait rentrer son idée comme une brute dans sa boîte et advienne que pourra. Coup de bol, c'est un classique. Mais moi, sa boîte d'incohérence m'a pété à la gueule et je lui en veux beaucoup. Je lui en veux de m'avoir fait perdre mon temps, je lui en veux de m'avoir définitivement fait détester la littérature policière que je ne lirai plus jamais,
et je lui en veux de me faire passer pour le mec qui essaie d'être original en cassant un livre que tout le monde aime. Par contre, merci à vous, merci de m'avoir donné l'occasion de dire du mal de ce bouquin, parce qu'il le mérite autant que les louanges qu'on lui a fait. J'ai du mal à imaginer qu'autant de monde ait tort, c'est pas possible. On n'est pas en Allemagne en 1933 après tout. Salut la team Agatha Christie. Alors, mon rapport à Ils étaient 10, que je connais depuis bien avant son changement de nom, comment dire ? Il est dans ma bibliothèque, il est là, depuis tellement longtemps. Ma mère m'en a toujours parlé, elle adore Agatha Christie, elle a tout lu, dans l'ordre, dans le désordre, elle adore les adaptations, quasiment toutes. Et Ils étaient 10, c'est vraiment c'est un monument, quoi, c'est difficile de passer à côté. Je pense que, alors on aime ou on n'aime pas, je sais qu'il y en a qui n'ont pas aimé, mais ça reste un classique. Je vois pas trop comment on peut ne pas lire ce livre-là et se dire littéraire, se dire fan d'Agatha Christie, ou se dire, vous voyez ce que je veux dire, quoi, s'amuser à faire de l'analyse de livres, par exemple, sans avoir les bases. Et pour moi, Ils étaient 10, évidemment, fait partie de ces bases. Je me souviens encore de la fois où je l'ai lu et relu, puisque je vous ai dit, il est dans ma bibliothèque. Je garde encore en moi ce souvenir, la résolution, Non, c'est faux. Je l'ai acheté il y a 4 ans et il est toujours dans ma bibliothèque et je l'ai toujours pas lu. Pardon, parce que je sais que c'est un classique et qu'il faudrait que je le lise, alors... Je suis une impostrice. Adieu.